Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Point Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu À la recherche de la planète X. C'est un jeu qui a été édité en 2020 par Foxtrot Games et Renegade Game Studio et qui vient d'être traduit en français par Ori Games. C'est un jeu des auteurs Ben Rosset et Matthew O'Malley qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 60 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est un jeu de déduction logique dans lequel les joueurs vont incarner des astronomes qui vont tenter d'identifier différents objets célestes dans la galaxie et chacune des bonnes identifications va leur donner des points à la fin de la partie. Et évidemment, on va tenter de localiser la planète X qui va rapporter le plus grand nombre de points à la fin de la partie et qui va aussi déclencher la fin de la partie lorsqu'un joueur l'aura trouvé à l'aide des différents indices. C'est un jeu qui se joue avec une application compagnonne qui va détenir toutes les réponses et dans laquelle on va entrer les différentes actions qu'on va exécuter pendant la partie pour gagner de plus en plus d'informations pour avancer dans notre déduction logique et découvrir l'identité des objets célestes qui se trouvent dans chacun des secteurs du système solaire. Alors, à la recherche de la planète X, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2021. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va déterminer le niveau de difficulté de la partie. On a le choix entre une partie standard ou expert. Pour une première partie, on vous suggère fortement le mode standard, c'est-à-dire qu'on va placer le plateau système solaire sur son côté où il y a 12 secteurs. Ensuite, on va placer le jeton de soleil au milieu du plateau système solaire et par-dessus celui-ci, on va venir placer le plateau planète Terre et on va placer la flèche jaune de façon à ce qu'elle pointe vers le secteur numéro 1 du plateau système solaire. Tout au long de la partie, les joueurs devront s'asseoir devant un des 4 côtés du plateau système solaire et ils seront assignés soit à une icône de solstice, donc solstice d'hiver ou solstice d'été, ou bien ils seront associés à un symbole d'équinoxe, donc l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir à sa couleur son écran, son pion joueur, ainsi que ses 12 jetons de théorie. Et ils vont aussi se prendre 2 jetons sondés. On va aussi remettre à chaque joueur une feuille qui sera identifiée à l'icône de solstice ou d'équinoxe qui correspond à l'endroit où il est placé devant le plateau principal. On va aussi devoir remettre à chaque joueur un crayon qui n'est pas fourni dans le jeu. Tous les joueurs vont placer leur pion joueur sur le plateau système solaire sur la piste de temps dans le secteur 1. Comme on a décidé de jouer une partie en mode standard, les joueurs ont seulement besoin d'un seul jeton théorie de planète naine. Ils vont donc en remettre 3 dans la boîte de jeu. Et ils vont placer leur écran debout devant eux pour cacher les informations de leur feuille à leurs adversaires. Et on voit que de l'autre côté de l'écran, on a aussi des aides de jeu qui nous donnent les différentes informations sur chaque objet céleste ainsi que les règles pour marquer des points pendant la partie. Et pour jouer à la recherche de la planète X, les joueurs devront utiliser l'application mobile qu'on peut installer sur une tablette ou un téléphone intelligent. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Et on peut même utiliser une version browser qu'on trouve à planetxapps.com. C'est d'ailleurs celle-ci que je vais utiliser pour vous présenter le jeu dans cette vidéo. Il est préférable que tous les joueurs installent l'application sur leur téléphone pour qu'il l'ait en leur possession pendant la partie, mais on pourrait jouer avec un seul appareil qui contient l'application en se le prêtant d'un tour à l'autre entre les joueurs. Tout d'abord, un des joueurs doit créer la partie dans l'application. Si jamais on veut faire une partie solo, on va cliquer sur démarrer une partie solo dans le bas de l'application, mais on va vous montrer un exemple en multijoueur. Et donc un joueur qui va choisir l'onglet lancer une partie, alors que les autres joueurs vont choisir l'onglet juste en dessous qui est entrer le code de la partie pour la rejoindre. Donc on va lancer une nouvelle partie. On nous demande ensuite de sélectionner la difficulté. On a choisi le mode standard à 12 secteurs, donc on va sélectionner cette option. Et ensuite, on va tout simplement cliquer sur « Lancer une partie ».
L'application va nous générer un code alphanumérique de 4 caractères. C'est le code de la partie. Les joueurs vont aller l'inscrire sur leur feuille et c'est avec ce code que les autres joueurs vont pouvoir se connecter à la partie. Une fois que tous les joueurs ont inscrit le code de la partie sur leur feuille et qu'ils l'ont rentré dans leur application pour rejoindre la partie, on peut alors cliquer sur l'onglet « Continuer ». Maintenant, le joueur devra choisir devant quel côté du plateau il est assis. Donc, il va regarder l'icône sur sa feuille. Donc, notre joueur qu'on vous a montré tout à l'heure était devant le solstice d'hiver. Donc, il va sélectionner cette option. Et chacun des joueurs va choisir son côté de plateau selon sa feuille à lui. Et par la suite, on va devoir choisir le nombre d'indices de départ qu'on veut obtenir. C'est à noter que chaque joueur peut choisir une option différente, ce qui pourrait permettre à un joueur qui a déjà joué une partie de prendre une option de joueur expérimenté pour commencer avec seulement 4 indices, alors qu'un joueur débutant commencerait avec 8, ou si on joue avec nos ados par exemple, qui sont peut-être un peu moins habitués, on pourrait les faire commencer au niveau de difficulté junior pour qu'ils commencent avec 12 indices. Les indices de départ sont différents pour chacun des joueurs, donc on ne doit pas révéler ces informations aux autres joueurs, donc chacun va choisir son niveau de difficulté. Disons que c'est ma première partie et que je vais choisir le niveau débutant pour commencer avec 8 indices. Voici mes 8 indices. Donc, on voit que dans le secteur 1, ce n'est pas un astéroïde. Donc, je vais aller mettre un X sur cette icône sur ma feuille et je vais faire de même avec les 7 autres indices. Donc, dans le secteur 2, ce n'est pas non plus un astéroïde. Dans le secteur 3, ce n'est pas une planète naine. Dans le secteur 4, ce n'est pas un nuage de gaz. Dans le secteur 5, ce n'est pas une planète naine. Dans le secteur 7, ce n'est pas un nuage de gaz. Dans le secteur 9, ce n'est pas une planète naine. Et dans le secteur 12, ce n'est pas un nuage de gaz. Donc, je vais barrer tous ces éléments dans les secteurs correspondants. Et une fois que tous les joueurs ont pris en note leurs indices de départ, on est prêt à commencer la partie et on va tout simplement aller cliquer sur l'onglet « Démarrer la partie ». On a d'autres informations à prendre en note avant de commencer. On va avoir les sujets d'études pour la partie ainsi que les sujets des conférences. Tous les joueurs vont noter ces informations dans le bas de leur feuille. Les études sont identifiées par des lettres, donc de A, B, C, D, E et F. Et ils vont faire référence à un ou deux objets célestes qu'on retrouve dans le jeu. Ce sera pour découvrir des informations, des liens qui unissent ces deux objets célestes ou des informations supplémentaires sur cet objet céleste, s'il y en a seulement un dans le sujet d'étude. Même chose pour la conférence. Elle va toujours relier la planète X avec un des autres objets célestes dans la partie. Les sujets d'études et de conférences sont les mêmes pour tous les joueurs. On va donc tous les noter, on va les dire à voix haute pour que tout le monde puisse les noter sur sa feuille en utilisant les codes qui sont dans le bas de la feuille pour que ce soit un peu plus vite. Et une fois que tous les sujets d'études et de conférences sont notés sur la feuille de tous les joueurs, on va aller cliquer sur l'onglet « Continuer ». Et maintenant, on est prêt à commencer la partie. Une partie de À la recherche de la planète X se joue en plusieurs tours de jeu. C'est toujours le joueur qui est le plus en arrière sur la piste de temps qui va devenir le joueur actif et qui va jouer son tour de jeu. Il devra sélectionner une des 4 actions dans l'application mobile pour l'exécuter. Les actions vont nous donner des indices ou des informations qui vont nous aider à déduire l'identité des objets célestes qui se trouvent dans chacun des secteurs du plateau système solaire. Évidemment, on va tenter de localiser la planète X puisque c'est l'objet céleste qui va nous donner le plus de points à la fin de la partie si on le trouve. Tout au long de la partie, les joueurs, à certains moments, devront placer leurs jetons de théorie sur le plateau dans les différents secteurs pour émettre des théories sur l'identité de l'objet céleste qui s'y trouve. Chaque bonne théorie à la fin de la partie va récompenser les joueurs avec des points de victoire. On va continuer la partie jusqu'à temps qu'un des joueurs réussisse à trouver où se trouve la planète X, ce qui va déclencher la fin de la partie. Les autres joueurs auront une dernière action pour tenter de marquer des points et ensuite on va passer au décompte final des points et celui qui en aura le plus sera déclaré vainqueur. Premièrement, on doit déterminer quel est le joueur actif qui va prendre son tour de jeu. On va regarder la piste de temps qui fait le tour du plateau, qui est l'anneau extérieur, et on va regarder lequel est le plus en retard sur cette piste. Donc ici, au début de la partie, ce serait le joueur rouge qui serait le joueur actif, puisque son pion est en arrière du joueur jaune, puisqu'ils sont sur la même case. C'est donc le joueur rouge qui va débuter la partie.
Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est d'effectuer une action, donc le joueur actif devra sélectionner dans l'application une des 4 actions disponibles qui sont les 4 onglets dans le haut de celle-ci, donc soit l'action détecter, l'action sonder, l'action étudier ou l'action localiser la planète X. Les valeurs entre parenthèses sont le temps demandé par chacune de ces actions, c'est-à-dire le nombre de cases qu'on va avancer sur la piste de temps après avoir effectué cette action. Regardons donc le fonctionnement des 4 actions principales. Commençons par l'action étudier. Donc, je vais aller sélectionner cette action pour mon tour de jeu. Je suis le joueur rouge qui est le premier joueur actif en début de partie. Donc, je vais cliquer sur cet onglet dans l'application. On va ensuite nous remettre les 6 sujets d'études qu'on avait notés en début de partie sur les lettres A, B, C, D, E et F. Et je vais donc choisir un de ces sujets d'études et je vais obtenir une information en lien avec cet objet céleste ou ces objets célestes. Disons que je vais choisir le sujet d'étude A qui sont les comètes et les planètes naines. Donc, le joueur va annoncer son action à voix haute. Il va dire, je fais l'action étudier et je vais étudier le sujet A, les comètes et les planètes naines. Son adversaire va pouvoir noter son action sur sa feuille et ensuite, le joueur actif, lui, va sélectionner cette option dans son application et va obtenir les informations. Les informations qu'il obtient vont rester secrètes. Il va les noter lui-même sur sa feuille, mais ne les donnera pas à son adversaire. Donc, je vais cliquer sur l'étude du sujet A et je vais cliquer sur l'onglet « Révéler l'information ». Et on nous dit une information, on nous dit qu'au moins une comète est adjacente à la planète naine. Le joueur actif va donc noter cette information secrète sur sa feuille sans la divulguer à son adversaire. Il est aussi conseillé au joueur actif de noter toutes les actions qu'il va exécuter pendant la partie sur sa feuille de notes pour se rappeler de faire des actions différentes à chacun des tours. Chaque sujet d'étude ne contient qu'une seule information, c'est-à-dire que ça ne donne rien de refaire l'étude du sujet A plus tard dans la partie puisque ça va me donner toujours la même information. L'action d'étudier prend seulement un temps, mais vient avec une contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire plusieurs tours consécutifs. Donc, au prochain tour de jeu, je devais prendre une action différente de l'action étudier. Et le tour suivant, je pourrais revenir avec l'action étudier. Donc, on ne peut jamais la prendre 2 tours de suite pendant la partie. Une fois l'action terminée, l'application nous rappelle la prochaine phase, la phase 2, qui est d'avancer le pion joueur et on nous dit de combien de temps sur la piste de temps. Pour l'action étudier, elle avait un coût de 1 temps. On va donc avancer d'une case sur la piste de temps, notre pion joueur. Et on va aller cliquer sur l'onglet « Continuer ». On nous rappelle ici que l'action ne peut pas être prise plusieurs tours d'affilée comme on vient de vous expliquer. Et une fois son pion déplacé, la troisième phase est de tourner le plateau planète Terre. On va regarder si la flèche est sur le secteur où se trouve le joueur le plus en arrière. Si c'est le cas, on ne fera aucun déplacement avec le plateau planète Terre. Sinon, on va avancer jusqu'à temps que la flèche jaune rejoigne le secteur du joueur qui est le plus en arrière. Dans ce cas-ci, on est encore sur le secteur 1 et il y a le joueur jaune dans le secteur 1. Donc, on ne fera rien dans cette phase. On va donc redéterminer le joueur actif. Donc, ça va être le joueur jaune puisque c'est lui qui est le plus en arrière sur la piste de temps. Il va donc prendre son tour de jeu. Disons que le joueur jaune décide aussi de faire l'action d'étudier. Il va étudier le sujet C, il va obtenir l'information, va la noter sur sa feuille, il va aussi noter son action. Le joueur rouge va noter aussi sur sa feuille l'action du joueur jaune et le joueur jaune va avancer d'un temps puisqu'il vient de faire l'action étudier. S'il avance sur la même case que le joueur rouge, il va se placer en avant de celui-ci de façon à ce que le joueur rouge soit le prochain à jouer. Et après son déplacement, on va vérifier que le plateau planète Terre pointe le secteur où il y a le joueur le plus en arrière. Ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a aucun joueur dans le secteur 1. On va donc avancer la flèche au secteur 2 puisque ce sont nos joueurs qui s'y trouvent. Les numéros qui sont en jaune sont les secteurs qui sont dans l'univers visible. Ça va influencer certaines des actions. On redétermine donc le joueur actif. Le joueur le plus en arrière, c'est le joueur rouge qui va prendre son prochain tour de jeu. À son deuxième tour de jeu, le joueur rouge décide de faire l'action sonder. On va donc sélectionner cette action dans l'application.
Et on va nous demander de choisir un des secteurs visibles. Donc ici, dans la partie présentement, ce sont les secteurs de 2 à 7, puisqu'on vient d'avancer le plateau Planète Terre. Le joueur va donc sélectionner un de ces secteurs, va le rentrer dans l'application. Disons que je choisis le secteur 3. Et lorsque je vais faire l'action de sonder, je vais automatiquement identifier l'objet céleste qui se trouve dans ce secteur. Par contre, ça va me coûter un de mes jetons de sonder, donc je vais le remettre dans la boîte de jeu, ce qui veut dire que je peux exécuter cette action 2 fois pendant la partie. Je vais donc sélectionner sonder le secteur 3 et on me dit que le secteur 3, il y a une comète à l'intérieur de celui-ci. Je vais donc encercler la comète sur ma feuille sans révéler cette information à mon adversaire. Par contre, je dois dire à voix haute que j'ai sondé le secteur 3 pour que mon adversaire puisse l'avoir pris en note sur sa feuille. Lorsqu'on fait l'action de sonder, si on tombe sur le secteur qui contient la planète X, l'application ne nous révélera pas cette information, mais va plutôt nous dire que c'est un secteur qui semble être vide. Donc ça peut être réellement un secteur vide ou ça peut être le secteur qui contient la planète X. C'est pour éviter qu'un joueur tombe sur l'information de la planète X trop rapidement pendant la partie. Et après avoir exécuté l'action sonder, l'application me dit d'avancer mon pion joueur de 4 temps sur la piste de temps du plateau système solaire pour mettre fin à mon action. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'avancer le plateau planétaire puisqu'il est au secteur 2 et que c'est l'endroit où se trouve le joueur qui est le plus en arrière. On va donc déterminer le prochain joueur actif qui sera le joueur jaune. Et il va décider pour son prochain tour de jeu de faire l'action détecter. On voit qu'elle a un temps variable entre 3 et 4 unités de temps. Dépendamment combien de secteurs on va faire l'action détecter, ça va influencer le nombre de temps que cette action va nous coûter. On va donc sélectionner cette action dans l'application. Et ensuite, on devra choisir un certain nombre de secteurs qui sont dans le ciel observable, dans le ciel visible. Encore une fois, pour l'instant, ce sont les secteurs entre 2 et 7 sur notre plateau système solaire. Et je vais me choisir un objet céleste et je vais détecter le nombre d'objets célestes de ce type qui va se retrouver dans les secteurs que je vais avoir sélectionnés pour mon action détectée. Si je choisis 1, 2 ou 3 secteurs pour mon action, elle va me coûter 4 unités de temps. Mais si je choisis 4, 5 ou 6 secteurs pour faire mon action de détection, ça va me coûter seulement 3 unités de temps. Donc, plus je fais une détection dans un nombre grand de secteurs, plus l'action va être rapide. Je vais donc sélectionner mon objet céleste. Je vais faire mon action pour essayer de savoir le nombre de planètes naines, disons. Et je vais sélectionner les secteurs 2 à 7. Donc, je vais donc prendre les 6 secteurs au complet du ciel observable, ce qui veut dire que l'action va me coûter 3 unités de temps après ceci, ce que l'application va d'ailleurs nous rappeler sur son onglet. Donc, ça va seulement nous donner un nombre. Donc, je vais annoncer à mon adversaire que je fais l'action de détecter des planètes naines entre les secteurs 2 et 7. Il va pouvoir noter ces informations sur sa feuille et par la suite, je vais activer l'action détecter et je vais obtenir un nombre que je vais garder secret de mon adversaire et que je vais pouvoir noter sur ma feuille. On me dit qu'il n'y a pas de planète naine dans les secteurs 2 à 7. Je peux donc barrer la planète naine dans ces 6 secteurs de ma feuille puisqu'elle ne se retrouve pas. Et par la suite, je vais avancer mon pion de 3 cases sur la piste de temps pour mettre fin à mon action. Après le déplacement du joueur jaune, on va avancer le plateau planétaire pour rejoindre le secteur du joueur le plus en arrière. On va l'avancer jusqu'au numéro 5. Par contre, on voit qu'en l'avançant, on rencontre un icône de théorie. On va donc suspendre le tour de jeu et on va aller exécuter une phase de théorie immédiatement. C'est dans ces phases de jeu que les joueurs vont pouvoir utiliser leurs jetons de théorie pour pouvoir les placer sur les emplacements des différents secteurs pour identifier des objets célestes, ce qui va leur rapporter des points pour la fin de la partie. J'ai retiré les écrans pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe dans une phase de théorie. Donc, chacun des joueurs peut émettre au maximum une théorie. Un joueur peut décider d'en émettre aucune ou d'en émettre une. À ce moment-là, les joueurs vont prendre de façon simultanée dans leurs mains un de leurs jetons théorie qu'ils ont en arrière de leur écran. Disons que le joueur rouge prend un jeton de comète qu'il va placer face cachée dans sa main. Et le joueur jaune prend son jeton de planète naine qu'il va placer face cachée dans sa main.
Ensuite, on va placer nos jetons sur le plateau, en prenant soin de ne pas les révéler à notre adversaire. Et en commençant par le joueur qui est le plus en arrière, c'est le joueur jaune, il va aller placer son jeton de théorie dans un des secteurs qui n'a pas été confirmé encore l'identité de son objet céleste, c'est-à-dire qui ne contient pas de jeton face visible dans la case la plus à l'intérieur. Évidemment, on est au début de la partie, donc il n'y a aucun objet de confirmé. On peut donc placer nos jetons de théorie dans n'importe quel secteur. Disons que je vais le placer dans le secteur 1. On va le placer sur la case la plus extérieure du secteur. Et par la suite, le joueur rouge va placer le sien. Lui, il va le placer dans le secteur 3. Si jamais les joueurs les placent au même secteur, on va simplement empiler les jetons les uns par-dessus les autres. Lorsque tous les joueurs auront émis leur théorie, qu'ils ont placé leurs jetons sur le plateau, on va faire avancer vers l'intérieur du plateau chacun des jetons de théorie qui se trouvent sur le plateau système solaire. Et ensuite, on va regarder si certains des jetons de théorie ont atteint la case la plus à l'intérieur. Si c'est le cas, on va pouvoir les révéler et valider par les pairs ces théories, mais ce n'est pas le cas présentement, ce qui va mettre fin à la phase de théorie. On va donc revenir au tour du joueur jaune. Pour terminer son tour, on va continuer d'avancer la flèche jusqu'au secteur numéro 5 où il se trouve. Et ça sera encore à lui de jouer puisqu'il est le joueur le plus en retard. Donc le joueur jaune va devenir le joueur actif. Et on continue la partie. Le joueur jaune décide d'utiliser un de ses jetons de sonder pour faire l'action sonder. Il va choisir un secteur dans la zone visible. Je vais choisir le secteur 5. Je vais donc obtenir l'information de ce qui se trouve dans ce secteur grâce à l'application. Et après, il va avancer de 4 sur la piste de temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va avancer le plateau planétaire jusqu'au secteur 6 où se trouve le joueur le plus en arrière, qui est le joueur rouge, qui va devenir joueur actif pour le prochain tour de jeu. Pour son prochain tour, le joueur rouge décide de faire l'action d'étudier. Il va étudier le sujet E, qui sont les nuages de gaz, et il va avancer d'un temps ensuite sur la piste de temps. Et on va avancer le plateau planétaire jusqu'au secteur 7, mais avant, on va rencontrer un autre icône de théorie. On va donc passer à une autre phase de théorie. Lorsqu'il y a déjà des jetons de théorie sur le plateau, les joueurs n'ont pas le droit d'en remettre un au même endroit s'il est identique. Donc, par exemple, le joueur 3, on le sait, a placé un jeton de comète puisqu'il a sondé ce secteur, il est sûr de sa réponse, mais il ne peut pas aller mettre un deuxième jeton de comète au même endroit pour faire plus de points. Il devra placer son deuxième jeton de comète dans un autre secteur. Par contre, un joueur pourrait placer deux jetons de sa couleur dans le même secteur tant que les jetons sont différents. Donc, si le joueur jaune n'était pas certain de l'objet qui se trouvait là, donc s'il pense que ce n'est pas ça finalement avec les indices qu'il a ramassés, il pourrait mettre un deuxième jeton tant qu'il ne soit pas identique à son premier. Le joueur rouge va décider de placer un jeton et le joueur jaune également. Le joueur rouge va le placer en premier puisqu'il est dernier sur la piste de temps. Il va placer son jeton dans le secteur 1 et le joueur jaune lui va le placer dans le secteur 5 qu'il vient de sonder. On va ensuite avancer tous les jetons de théorie de une case vers l'intérieur du plateau. Et encore une fois, on n'en a aucun qui a atteint la case centrale, donc il n'y aura pas de phase de validation par les pairs. Et on va mettre fin à la phase de théorie et on va finir d'avancer le plateau planétaire jusqu'au secteur 7. Et ce sera encore une fois au tour du joueur rouge qui est le plus en retard sur la piste de temps. Il décide de faire l'action détecter. Il va tenter de détecter des astéroïdes dans les secteurs 7 à 12. Il va rentrer ça dans l'application. On nous dit qu'il y en a 2. Il va donc noter cette information sur sa feuille. Et il va avancer de 3 sur la piste de temps pour mettre fin à son tour de jeu. Et on va avancer le plateau planétaire jusqu'au secteur 9. Le joueur jaune, lui, à son prochain tour, va décider d'étudier et va étudier le sujet F, qui sont les astéroïdes. Il va noter les informations et va avancer d'une case sur la piste de temps. Et on va ensuite avancer le plateau planétaire au secteur 10, mais avant, on va avoir une autre phase de théorie.
Le joueur rouge va donc décider de placer un jeton de théorie et même chose pour le joueur jaune. Donc le joueur rouge il va en premier, va en placer un dans le secteur 11 et le joueur jaune aussi dans le même secteur. On va donc les empiler les uns sur les autres. On va ensuite avancer tous les jetons de théorie de 1 vers le centre et on voit qu'il y a certains jetons qui vont arriver sur la dernière case, donc celle qui est la plus au milieu du plateau. On va donc procéder à une phase de validation pour ces deux jetons de théorie. On va les retourner face visible. Donc ici, le joueur jaune a placé un jeton de planète naine dans le secteur 1. Et ici, le joueur rouge a placé un jeton de comète dans le secteur 3. N'importe quel joueur peut procéder à la vérification par les pairs dans l'application et il va donner les informations à voix haute aux autres joueurs. Donc, on va sélectionner l'onglet Vérification par les pairs et on va vérifier les deux théories qu'on vient de retourner face visible. On va donc vérifier que dans le secteur 1, l'objet était une planète naine. Donc, on va appuyer sur Voir les résultats. Et on voit que c'est un résultat incorrect. Le secteur 1 ne contient pas une planète naine. On va essayer de valider l'autre théorie. Donc, on va retourner dans Vérification par les pairs. Dans le secteur 3, on avait mis un jeton de comète. Donc, on va voir le résultat. Et c'est un résultat qui est correct. Donc, le secteur 3 contient réellement une comète. Comme la théorie du secteur 1 est incorrecte, le jeton de planète naine sera retiré de la partie et le joueur jaune sera pénalisé d'un temps, il devra donc avancer de 1, sur la piste de temps. L'autre jeton qui est face cachée ne sera pas révélé, il va rester sur ce secteur et il sera révélé à la prochaine phase de théorie lorsqu'il va avancer sur la dernière case. Pour la théorie qui est correcte, donc dans le secteur 3, c'est bel et bien une comète. On va laisser le jeton du joueur rouge à cet endroit-là. Maintenant, cette information est confirmée pour tous les joueurs. On ne pourra donc plus ajouter de jetons de théorie dans ce secteur jusqu'à la fin de la partie. Et si jamais on avait eu d'autres jetons qui étaient placés dans ce secteur, ils vont être révélés. Les jetons qui étaient aussi d'une comète, donc si par exemple le joueur jaune avait placé un jeton ici, on va révéler son jeton. Si c'est la bonne réponse, il va le laisser à cet endroit. Lui aussi va pouvoir faire des points à la fin de la partie. Par contre, s'il avait mis un autre type de jeton, à ce moment-là, ce jeton sera retiré de la partie et il va obtenir un autre point de temps de pénalité. Les joueurs peuvent aussi noter les informations qui ont été révélées par la vérification par les pairs. Donc, comme on a révélé que dans le secteur 3, c'était une comète, tous les joueurs vont encercler la comète dans le secteur 3. Donc, ils vont tous savoir que c'est l'objet céleste qui se trouve à cet endroit. Et pour le secteur 1, on a révélé que ce n'était pas une planète naine. Donc, tous les joueurs vont pouvoir barrer la planète naine du secteur 1, puisqu'on a eu cette information par la vérification. Et on va terminer d'avancer le plateau Planète Terre jusqu'au secteur 10. On passera autour du joueur rouge, puisqu'il est dernier. Il va faire une action d'étudier, disons. Il va s'en aller en avant du joueur jaune. Il va ramasser son information, la noter sur sa feuille. Et ensuite, on va avancer le plateau de Planète Terre jusqu'au secteur 11. Et là, on a une autre icône qui est l'icône de la conférence sur la planète X. Lorsqu'on atteint l'icône de la conférence, on va aller cliquer sur l'onglet Conférence sur la planète X dans l'application. Si jamais on joue à Expert, il y a la conférence 1 et 2 qui seront numérotées avec deux onglets différents. Mais dans le mode standard, on a seulement une seule conférence. Donc, un seul joueur peut aller cliquer sur l'onglet et révéler l'information à voix haute à tous les joueurs. On avait noté en début de partie que la conférence 1 parlait de la planète X et des planètes naines. On va donc recevoir une information qui va unir ces deux objets célestes. Ça équivaut au même style d'information qu'on va obtenir avec les actions d'étudier. Donc, on va révéler l'information, on va la lire à voix haute. On nous dit que la planète X est à 4 secteurs au moins de la planète naine. Donc, tous les joueurs vont noter cette information sur leur feuille. Et lorsque tout le monde a noté l'information de la conférence, on va avancer le plateau de Planète Terre jusqu'au secteur 11 où il y a le joueur le plus en retard. Si jamais dans la partie on refait un autre tour et qu'on retourne sur l'icône de conférence, on n'a pas besoin de le révéler une deuxième fois puisque ce sera la même information qui sera révélée à ce moment-là dans le même principe que l'action d'étudier.
En plus de toutes les informations et indices que les joueurs vont récolter à l'aide des actions qu'ils vont exécuter pendant la partie, on a des informations de base qui sont inscrites sur le centre de notre écran et qui nous dit aussi le nombre d'objets célestes de chaque type qu'on va retrouver dans la partie, dans les 12 secteurs. On retrouve donc 2 comètes parmi les 12 secteurs et les comètes peuvent seulement être dans certains secteurs. Sur la feuille des joueurs, il n'y a pas des icônes de comètes dans chaque secteur. Pour une partie standard, on peut seulement retrouver les comètes dans les secteurs 2, 3, 5, 7 ou 11. Donc les 2 comètes se retrouvent dans 2 de ces 5 secteurs. On retrouve 4 astéroïdes dans nos 12 secteurs et les astéroïdes sont toujours adjacents à un secteur qui contient aussi un astéroïde. Donc on les retrouve soit 2 par 2 sur le plateau ou bien les 4 vont être adjacents les uns à côté des autres. On retrouve une planète naine seulement et la planète naine ne peut pas être adjacente à la planète X. Il y a 2 secteurs réellement vides, mais il est à noter que lorsqu'on fait l'action de sonder ou de détecter, si on tombe sur le secteur qu'il y a la planète X, on va nous dire que c'est un secteur qui peut être vide aussi. Il y a 2 nuages de gaz et chaque nuage de gaz est adjacent à au moins un secteur qui est réellement vide. Et finalement, il y a une planète X parmi les 12 secteurs. Elle ne peut pas être adjacente à la planète naine. Et lorsqu'on va faire l'action de sonder ou de détecter, elle apparaîtra comme un secteur qui semble vide. Et on va continuer à enchaîner des tours de jeu et les joueurs vont ramasser différents indices, différentes informations et vont tenter de résoudre le casse-tête de déduction pour trouver l'emplacement de la planète X. Lorsqu'un joueur pense connaître les informations nécessaires pour dévoiler l'emplacement de la planète X, il va aller prendre la 4e action disponible. La 4e action est localiser la planète X. C'est une action qui va coûter 5 unités de temps, mais on ne doit pas seulement identifier le secteur où se trouve la planète X, on doit aussi identifier les 2 secteurs qui sont adjacents à celui de la planète X. Donc le joueur jaune pense avoir assez d'informations pour faire sa déduction. Il va donc annoncer qu'il prend l'action de localiser la planète X et va ensuite rentrer les données dans l'application sans les révéler à ses adversaires. Donc on choisit cet onglet pour localiser la planète X. On va choisir le secteur où on pense qu'est la planète X. Donc je pense qu'elle est dans le secteur 4. Et on va me demander d'identifier l'objet céleste dans le secteur 3 et le secteur 5, qui sont les 2 secteurs adjacents. Dans le secteur 3, on sait que c'est une comète qui a été révélée au début de la partie. Et le secteur 5, j'ai découvert que c'était un astéroïde. Donc j'y vais de ma prédiction pour localiser la planète X. On va appuyer sur le bouton pour savoir si c'est correct ou incorrect. Si c'est incorrect, on va simplement avancer de 5 temps et la partie va continuer. Mais si j'appuie sur le bouton et que ma prédiction est correcte, on est le premier joueur à avoir trouvé la planète X. On nous dit félicitations, vous avancez votre pion de 5 temps et ça va aussi déclencher la fin de la partie. À partir de ce moment, les autres joueurs auront un dernier tour de jeu spécial pour terminer la partie et on ne déplacera plus le plateau planétaire jusqu'à la fin de la partie. Pour l'étape finale, les autres joueurs ont le droit à un dernier tour de jeu un peu spécial pour essayer de faire des points avant le décompte final. Donc, selon leur position par rapport aux joueurs qui viennent trouver la planète X, ils pourraient émettre 1 ou 2 théories. Donc, s'ils se retrouvent à 1, 2 ou 3 secteurs du joueur qui a trouvé la planète X, ils pourront effectuer une théorie. S'ils se situent à 4 ou 5 secteurs, ils pourront placer 2 théories sur le plateau. Sinon, ils peuvent faire l'action de localiser la planète X eux aussi et ils feront des points en fonction de la distance par rapport au premier joueur qui l'a découverte. Disons que le joueur rouge va prendre une chance et trouver la planète X. Il va rentrer les données dans l'application et disons qu'il a réussi lui aussi. Maintenant, on va révéler tous les jetons de théorie qui sont encore face cachée sur le plateau système solaire et on va passer au décompte final des points. Pour valider plus rapidement les derniers jetons de théorie, on va dans l'application aller cliquer sur l'onglet « Terminer la partie » et révéler les objets. On va nous demander une confirmation et on va nous révéler l'identité des objets célestes qui sont dans chacun des 12 secteurs du plateau système solaire. Avec les réponses, on va premièrement valider que les jetons qu'on vient de révéler sont des réponses correctes. Les théories qui sont incorrectes, on va tout simplement retirer les jetons.
On va ensuite cumuler le score pour chacun des joueurs. On a la section rappel qui est le décompte dans le bas de la feuille des joueurs. Premièrement, on va faire 1 point pour chaque bonus de leader, c'est-à-dire chaque théorie où on était le premier à émettre une théorie correcte pour cette zone-là. Donc ici, c'est le joueur rouge. J'ai été le leader ici, on le fait en même temps. Donc les deux joueurs vont faire le bonus de leader. J'ai été leader 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. S'il va faire 5 points de bonus de leader. Ensuite, pour les astéroïdes que j'ai réussi à identifier, c'est 2 points chacun. J'ai réussi à émettre 2 théories sur des astéroïdes, ce qui va me faire 4 points. Pour les comètes, j'ai réussi à faire 2 théories sur les comètes à 3 points chacune, ce qui va faire 6 points. Pour les nuages de gaz, j'ai réussi à émettre une théorie correcte sur un nuage de gaz pour 4 points. Pour la planète naine, je n'ai pas émis de théorie correcte, donc ça va faire 0. Et finalement, pour la planète X, comme j'ai réussi à l'identifier, mais que je suis le deuxième joueur, normalement, le premier joueur, lui, va faire 10 points, mais les autres joueurs vont faire 2 points par case qui les séparent du premier joueur. Donc ici, j'ai 3 cases qui me séparent, donc ça va faire 2, 4, 6 points pour avoir identifié la planète X. Et on va additionner tout ça ensemble, donc ça fait 10, 20, 25 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a fait le plus de points avec la découverte de la planète X qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera le joueur qui a ramassé le plus de bonus de leader. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à la recherche de la planète X. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu à la recherche de la planète X? On va commencer par les côtés positifs. C'est quand même une bonne production dans l'ensemble, puis c'est pas un jeu qui coûte super cher. Je pense qu'il est à 45-50$ en magasin. Puis c'est quand même de très bonne qualité ce qu'il y a à l'intérieur. En plus, il est disponible en français. L'application est aussi disponible en français. Pour ceux qui ont peur des jeux avec application, je la trouve pas trop invasive dans le sens que la majorité du jeu se passe quand même sur ta feuille. Donc tous les indices que tu prends en note, toutes les déductions, tous les trucs que tu vas cocher sur les différents secteurs. Donc c'est vraiment un jeu de déduction, un peu un style enquête. On essaie de résoudre ce puzzle-là avec des indices qu'on va accumuler au fur et à mesure de la partie. Donc c'est vraiment là que ça se passe plus que dans l'application. L'application est juste là pour nous donner des réponses, nous donner les informations qu'on va récolter avec nos actions et aussi pour valider. Elle empêche qu'il y ait des erreurs humaines, qu'on se trompe. J'ai une information, mais là, je la donne à un autre joueur, je me trompe, puis là, lui, il va cocher des trucs, ça marche plus, c'est plus bon. Ça peut mettre la partie en danger. Donc, avec l'application, on évite ces problèmes-là. Quand on fait des validations par les pairs, ben, tout le monde va avoir l'information et c'est sûr que l'application ne fera pas d'erreur sur l'identité de ce qui est dans chacun des secteurs. Donc, c'est vraiment un bel outil, il est bien designé, il est facile d'utilisation. Donc, elle ne fait pas trop peur pour un jeu avec application si jamais c'est quelque chose qui vous rebute un peu. C'est le fun qu'on peut gérer plusieurs paramètres aussi. Les indices de départ, on n'est pas obligé de donner les mêmes à chaque joueur. Donc un joueur qui est plus débutant peut prendre plus d'indices de départ. Un joueur qui est expérimenté, qui a joué quelques fois, peut commencer avec aucun indice de départ. Fait que ça, c'est très le fun pour essayer de niveler la marque s'il y a justement une différence entre les joueurs ou si tu joues avec ton ado qui est peut-être un peu moins habitué dans ce genre de jeu de logique-là. Donc tu peux lui donner un avantage en le faisant commencer avec plus d'indices. Il y a aussi le mode standard, le mode expert. Le mode expert, en fait, c'est qu'il y a 18 secteurs au lieu de 12. On va avoir 4 planètes naines au lieu de 1. On va avoir une règle supplémentaire pour les planètes naines et on va avoir plus de secteurs vides. Il y en a 5, je pense, au lieu de 2. Donc, plus d'informations, il va y avoir 2 conférences aussi. C'est un peu plus long, le casse-tête est plus ardu, évidemment, parce qu'il y a plus de secteurs, plus de variables et tout ça. Mais si vous êtes démordu de ce genre de puzzle-là, c'est sûr que vous allez vouloir essayer le mode expert. Mais attendez d'avoir joué 1 ou 2 parties avant de vous lancer dans ce mode de jeu. Il y a aussi le mode solo qui est super intéressant, même si je ne l'ai pas essayé, j'ai entendu des très bons commentaires de mes amis qui lui ont donné une chance. Donc, mode solo qui a été fait exprès pour ça. Donc, si vous aimez un jeu de déduction logique en mode solo, ben, ça peut être une très belle avenue. Dans ce genre de jeu-là, généralement, mais le premier qui trouvait la planète X devrait l'emporter, mais dans ce jeu-là, ce que j'aime, c'est que c'est pas ça. Ils ont mis un système de points en place qui fait que tu es récompensé pour les déductions que tu vas faire pendant la partie, les différents objets célestes que tu vas identifier. Fait que ça, c'est super intéressant que ce soit un système de points plutôt que d'être le premier puis de faire une course à trouver la planète X. C'est sûr que la planète X peut donner beaucoup de points. Vous avez vu que dans une partie à 25 points, ben, un joueur peut faire une dizaine de points avec la planète X, qui est quand même beaucoup. Mais il faut quand même pas négliger
les autres jetons de théorie qu'on va mettre en cours de partie. Ça, j'aime beaucoup ce système-là. Puis ça fait que ton enquête va avancer tranquillement. Puis il y a aussi des informations qui vont être données par rapport à ça. Parce que quand les théories sont retournées face visible, qu'on va les valider, ben cette information-là, elle est confirmée pour tous les joueurs. Donc si toi, tu vas faire des points parce que tu as trouvé la planète naine, ben moi, je viens de trouver la planète naine sans faire d'effort. Fait que mon enquête va avancer en cours de partie. Fait que ça va donner une belle progression aux joueurs. Des fois, tu vas être bloqué ou tu vas dire, je sais pas trop quelle action faire, quelle information aller chercher. Puis là, on révèle un jeton. OK, ben là, ça me donne où est la planète naine. OK, mais moi, j'ai tel indice que je suis allé chercher en étudiant. Je sais que la planète naine va être à côté d'une nébuleuse de gaz. Puis là, il y a un astéroïde à côté. Ça veut dire que la nébuleuse, elle va être sur l'autre secteur. Fait que des fois, tu vas te débloquer en ramassant l'information comme ça. Fait que c'est super intéressant. Mais vraiment, la force du jeu, c'est dans l'outil qui est la feuille des joueurs. Donc, c'est tellement un beau design. Il y a plein de choses qui ont été réfléchies pour faire cette feuille-là. Donc, tu as les secteurs qui sont très bien identifiés avec des icônes, donc c'est facile, c'est visuel aussi. Tu as les abréviations, on a tout le système pour une ou deux lettres, que ce soit facile à prendre des notes. Bien, on a tout un rappel des codes avec les icônes. Donc, il y a un apprentissage des premières parties, mais ça va vraiment être avec cet outil-là que ça va faciliter l'apprentissage du jeu. Puis le fait de prendre en note autant toutes tes actions que les actions des autres joueurs, ça peut sembler anodin, mais à un moment donné, tu te mets à réfléchir et à relire des choses qu'ils ont faites dans les autres tours. Puis c'est comme, OK, ben lui, il est allé mettre telle théorie à telle place qu'il y avait un astéroïde. OK, puis il a pris telle information. Mais ça va peut-être dire telle chose que telle autre affaire va être à telle place. Fait que ça va t'aider dans ton enquête, dans tes déductions. Puis même des fois, des informations que tu as notées en début de partie qui semblent insignifiantes. De dire, je sais pas, une comète peut pas être opposée à un nuage de gaz. Puis là, bon, au début, tu n'as aucun de ces objets-là, fait que tu t'en fous un peu. Fait que tu as écrit ça sur ta feuille à quelque part. Puis à un moment donné, ça commence à se dessiner sur ta feuille. Puis là, tu relis cet indice-là, puis tu fais comme, ah ben oui, ben ça veut dire que lui, il peut pas être là, fait que ça veut dire qu'il va être là. Fait que c'est vraiment intéressant le côté de ramasser les informations, puis d'essayer d'analyser, puis d'aller tirer des conclusions par rapport à ça, puis de faire des déductions avec ces indices-là que tu vas ramasser au fur et à mesure de la partie. C'est super satisfaisant comme casse-tête de logique. J'ai rarement vu un jeu que... Oui, j'ai fini une partie, j'aurais le goût d'en rejouer une autre, même si c'est quelque chose d'assez intense au niveau cérébral, parce que c'est pas un puzzle qui est facile. Il y a quand même beaucoup de variables, beaucoup d'informations. Faut faire attention pour pas se mélanger là-dedans, mais c'est tellement satisfaisant quand tu réussis à identifier les choses, à trouver la planète X, puis il y a quelque chose de vraiment le fun là, dans ce jeu-là pour le côté déduction logique. Puis comme c'est un jeu d'une certaine complexité, la complexité vient pas des règles. Fait que ça, c'est intéressant. Le système de règles est ultra simple. C'est à ton tour, tu choisis une des 4 actions, tu l'exécutes, tu vas ramasser des informations avec ton action et ensuite tu vas avancer sur la piste de temps. Puis après ça, ça passe au joueur qui est le dernier et on continue comme ça. On va avoir les phases de théorie, on va avoir la phase de la conférence qui vont se déclencher au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc le système de règles est hyper simple à assimiler, mais c'est vraiment la complexité de tout ce casse-tête-là de logique, d'assimiler les informations puis d'interpréter les indices, les mettre ensemble, ces pièces de casse-tête-là. La complexité vient de là, mais au moins ils ont mis un système qui est simple et c'est facilité grandement par l'application et la feuille des joueurs qui est vraiment une petite merveille dans ce type de jeu. Pour les côtés négatifs, c'est évidemment un jeu qui se passe beaucoup sur une feuille, mais c'est un jeu qui n'a pas fourni aucun crayon dans sa boîte. Ça, je trouve ça un peu désolant, surtout que c'est un jeu qui joue à 4 joueurs maximum. On aurait pu quand même inclure 4 petits crayons à l'intérieur, ça aurait été un bel ajout. Sinon, pour les règles, ben, c'est sûr que le côté complexité du jeu, faut faire attention parce que si on a des mauvaises informations, qu'on a mal interprété, des fois c'est qu'on a mal lu la phrase, on l'a mal compris, puis on est allé cocher quelque chose qui peut pas être là, mais finalement qui peut être là, ben, si on n'est pas capable de retrouver cette erreur-là plus tard dans la partie, ben, ça peut mettre notre partie en péril. Par contre, vu que ça marche avec un système de points, c'est pas parce que je me trompe dans un secteur que je peux pas aller faire des points ailleurs. Fait que ça paraît moins si je réussis à... Si je fais une erreur en fait pendant une partie, ça peut être absorbé si je réussis à identifier des choses correctement autour. Fait que ça, c'est quand même très bien rattrapé pour ça. Sinon, la seule chose que je peux reprocher à la feuille, qui est vraiment un super outil, c'est dans la section des études qu'on va prendre en note au début de la partie. Donc, les sujets d'études, là, A, B, C, D, E, F. J'aurais mis peut-être les icônes des différents objets, puis on aurait juste eu à encercler les icônes. Donc, sujet A, j'aurais une ligne avec les 4-5 icônes, puis là, j'aurais encerclé, je sais pas, comète et planète naine. Donc, ça aurait été encore plus visuel pour les sujets d'études, d'avoir les petits icônes, puis de juste les encercler. Mais c'est vraiment un tout petit détail.
Honnêtement, À la recherche de la planète X, c'est une des plus belles expériences de jeu que j'ai eues en 2021. C'est un énorme coup de cœur, c'est un jeu que j'aurais toujours le goût de rejouer. J'ai adoré la stimulation intellectuelle que ça vient chercher avec tout ce puzzle de logique-là, mais qui est aussi bien accompagné par une application facile d'utilisation, pas trop intrusive, et un super bel outil pour concilier toutes nos notes et nos hypothèses et nos théories. Donc la feuille de joueur, même un petit détail qui a l'air niaiseux, le fait qu'il y ait 4 sortes de feuilles pour les équinoxes puis les solstices, c'est que ça va orienter, dans le fond, les secteurs selon ta position par rapport au plateau. Donc quand tu regardes ta feuille, tu es à la même orientation que le plateau, peu importe t'es assis où. Fait que c'est vraiment très brillant d'avoir pensé à ce petit détail-là qui a l'air niaiseux. Mais si toutes les feuilles, les cadrans étaient placés pareil, mais si moi je suis assis de l'autre bord, ça devient mélangeant. Et là, le pourcentage de faire des erreurs vient d'augmenter. Mais non, on a pensé à ce détail-là dans les feuilles. Fait que c'est vraiment très brillant. Pour vrai, je vais lui donner une note de A+. Pour moi, c'est un bijou ludique, ce jeu-là. Si vous aimez les jeux de déduction logique, il faut que vous essayiez ce jeu-là. C'est vraiment une belle merveille. J'ai adoré, puis j'ai toujours le goût de rejouer à ce jeu-là. Donc, c'est un jeu que je vais ressortir souvent dans les prochains mois. J'ai joué autant j'ai joué à Expert, j'ai joué à Standard, évidemment, quand je le montre généralement à des nouvelles personnes. On commence avec des parties Standard, mais j'ai déjà fait une partie Expert qui est vraiment très intense, le mode Expert, mais c'est quand même, encore une fois, super satisfaisant. Quand on arrive à la fin de la partie, on est fier de ce qu'on a accompli, des informations qu'on a trouvées. Puis des fois, tu as des moments dans ce jeu-là, c'est comme tu notes des affaires, là, tu lis, tu regardes le plateau. Puis là, des fois, tu as des moments où comme l'ampoule qui t'allume au-dessus de la tête, c'est comme ah, je viens de comprendre de quoi, ça peut pas être là. Fait que là, ça déboule, puis là, tu identifies 2-3 affaires d'un coup, puis là, t'es comme ok, je sais où la planète X, je me dépêche, je la révèle. C'est vraiment très le fun comme jeu, pour vrai, à la recherche de la planète X. Mais il faut savoir que c'est un jeu d'une certaine complexité par son casse-tête de logique, qui a quand même beaucoup de variables et d'informations à concilier pour être capable de résoudre ce beau puzzle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2021. Concours dans lequel vous pouvez gagner le jeu La Molende. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de déduction favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous supporter, en fait, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram sur les médias sociaux. Et si vous aimez vraiment le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.